L'actualité du jour, c'est le vote par le Parlement européen aujourd'hui, tout juste, d'une résolution d'urgence condamnant le travail forcé des membres de la minorité turcophone musulmane ouïghour dans les champs de coton en Chine. J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. J'accuse enfin les dirigeants européens de lâcheté et de veulerie. La situation assimilée à de l'esclavage moderne ne serait qu'une facette d'une politique d'épuration ethnique menée par la Chine. Que peut l'Europe contre la Chine précisément? Des boycotts, des sanctions financières, de quel levier dispose-t-elle pour faire... Et nous passons à notre débat sur la mobilisation du Parlement européen afin de faire cesser le travail forcé de centaines de milliers de Ouïghours dans les camps de travail et les champs de coton chinois. Une résolution d'urgence vient d'être prise par le Parlement. Sera-t-elle suffisante? Faut-il des sanctions économiques contre la Chine? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. L'Europe hausse le ton contre la persécution de la minorité musulmane ouïghour en Chine. J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle. À l'origine d'une résolution d'urgence votée aujourd'hui, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann dénonce le travail forcé des Ouïghours au profit de Pékin et de l'industrie textile. J'accuse les patrons cupides de Nike, de Zara et de tant d'autres multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple. J'accuse enfin les dirigeants européens de lâcheté. Dans le Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, des Ouïghours sont contraints de ramasser le coton. Une enquête réalisée par un chercheur allemand vient de révéler l'ampleur de cet esclavagisme moderne. Pour la première fois, nous avons la preuve de la mise en place d'un travail forcé à grande échelle qui contraint au moins un demi-million de Ouïghours à ramasser du coton. Il y a 2 mois en France, le ministre des Affaires étrangères avait déjà rappelé à l'ordre les entreprises qui seraient tentées de fermer les yeux. Les entreprises françaises ou européennes ne sont pas aussi vigilantes qu'il le faudrait sur le respect des droits de l'homme. Il importe qu'elles le fassent. Travaux forcés, détentions arbitraires et tortures dans des camps de rééducation idéologique, les témoignages des anciens détenus ouïghours sur les exactions des autorités chinoises sont accablants. On nous a menés aux interrogatoires. Je voyais les filles rentrer de ces interrogatoires avec des doigts piqués par des aiguilles et des ongles arrachés. Alors que Pékin affirme agir au nom de la lutte contre le terrorisme, l'Europe peut-elle mettre un terme à la répression des Ouïghours? Les 27 sont-ils prêts à sanctionner le régime chinois? Bonsoir Dilnur Réhan, mais je sais que vous enseignez à l'INALCO. Bonsoir, vous êtes sociologue, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe et vous êtes précisément enseignante à l'INALCO. Et selon vous, cette Europe qui se réclame humaniste doit sanctionner ce qui se passe en Chine. Cependant, vous doutez que les dirigeants européens soient prêts à sévir contre la Chine, sévir économiquement, entre autres, s'entend. Et pourtant, on assiste depuis 2016 à ce que vous qualifiez de génocide. À côté de vous, Valérie Niquet, responsable Asie, Fondation pour la recherche stratégique. Bonsoir Valérie Niquet. Votre livre « La puissance chinoise en 100 questions » est paru aux éditions Taillandier. Selon vous, le problème des sanctions, c'est la règle de l'unanimité. Si Pékin emporte le soutien d'un seul pays de l'Union européenne, eh bien, il n'y aura pas de sanctions. Même si l'image de la Chine s'est considérablement dégradée en Europe, surtout depuis 1 an et depuis la crise du Covid-19. On démarre ce débat qui passionne beaucoup les internautes avec une question d'un de nos internautes, effectivement. Nadia. Et j'ai choisi cette question d'un téléspectateur qui voudrait savoir si un exode des Ouïghours est envisageable à ce jour. Valérie Niquet, pardon, quelles sont les possibilités de fuir les persécutions? Est-ce qu'il existe d'ores et déjà une émigration ouïghour? Et si oui, vers quel pays? Alors, il y a une immigration ouïghour ancienne, beaucoup vers l'Allemagne, en liaison avec la culture turcophone. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais enfin, il y avait... La langue est commune. Les origines de la langue sont communes. Avant la prise du pouvoir par les communistes en 1949, il y avait des liens étroits entre la Turquie et la République du Turkestan oriental. Il y a une très forte immigration ouïghour, mais pas uniquement, d'autres minorités également, en direction de l'URSS à l'époque de la Révolution culturelle, parce que les persécutions au Xinjiang ne datent pas du tout d'aujourd'hui. Elles sont anciennes, elles datent de la prise de pouvoir par les communistes en 1949 et de leur prise
prise de possession et la création de la région autonome du Xinjiang. Donc il y a eu une grosse communauté ouïghour qui s'est réfugiée au Kazakhstan essentiellement, mais pas uniquement, qui est revenue lorsqu'il y a eu la libération après la révolution culturelle, et à nouveau qui repart au fur et à mesure que la répression augmente en Chine et que les républiques d'Asie centrale sont devenues autonomes. Alors, un chiffre. Un chiffre 500 000, c'est le chiffre du jour, Elisabeth. 500 000 Ouïghours seraient employés de force dans les champs de coton de la province chinoise du Xinjiang. Il faut savoir que la récolte du coton au Xinjiang produit 85% du coton chinois et 20% du coton mondial. Alors ce chiffre de 500 000, Lino Reyan, vous considérez qu'il est peut-être sous-évalué et que la population travaillant dans le coton serait plus importante? Très probablement. D'une part, en fait, cette question de travail forcé n'est pas un concept nouveau en Chine et notamment en région ouïghour. Nous avons toujours connu, moi personnellement je viens du nord, mais le sud a été toujours soumis depuis la colonisation de la région par la Chine. Les Ouïghours du Sud ont été toujours soumis à ce travail forcé. Cependant, ce qui est nouveau actuellement, c'est d'une part, c'est la dimension globale et aussi dimension globale, mais aussi un capitalisme international. Et ensuite, le caractère racial, ce qui différencie le travail forcé d'aujourd'hui. Et sur ce chiffre de 500 000, c'est 500, plus exactement, c'est 570 000 Ouïghours pour rien que pour l'année 2018. On ne précise pas si. Et que si on mesure, dans ce cas-là, aujourd'hui, on est presque 2021. Ceci dit, minimum 1,5 million de Ouïghours qui sont mis en esclavagisme. Et effectivement, ce chiffre est largement, je pense, sous-évalué vu le système obsolète qui rend difficile l'obtention des réels chiffres. Valérie Niquet, est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement l'histoire de cette région autonome que les téléspectateurs français ne maîtrisent peut-être pas absolument? Alors, rapidement, c'est un peu difficile, mais c'est extrêmement complexe. Alors déjà, un mot important, Xinjiang en chinois mandarin, qui est la désignation officielle de la région autonome, ça veut dire nouvelle frontière. Et ça dit bien ce qu'est le Xinjiang. Comme toutes les marges chinoises, pendant des siècles, la Chine, telle qu'on n'était pas un État-nation, c'est très tardivement, à la fin du 19e siècle, pour s'adapter aux codes occidentaux, qu'elle a plus ou moins figé officiellement ses frontières, en intégrant toutes les possessions armée après les conquêtes mandchoues. Je rappelle que la dernière dynastie chinoise qui a régné des siècles n'était pas chinoise mais mandchoue, avec toutes ses possessions qui entouraient la Chine. Le Xinjiang n'a jamais été véritablement contrôlé par l'Empire de Chine, même s'il y a eu des contacts, des avancées, des reculs, des postes frontières, des postes militaires. Il y avait des khanats qui étaient répartis dans toute cette région, en liaison avec ce qui existait aussi en Asie, dans le reste de l'Asie centrale. Ça faisait partie de ce qu'on a appelé après les fameuses routes de la soie, des échanges très importants, mais ça n'était pas une zone qui était contrôlée par l'Empire de Chine d'une manière très ferme, et c'est une zone qui, par ailleurs, culturellement, n'a rien à voir avec la Chine. D'abord, il y a la religion musulmane, soufie, avec une influence soufie très importante, qui explique aussi les regroupements claniques. La langue n'est pas la même, turcophone, encore une fois, des liens avec la Turquie avant la prise du pouvoir par les communistes en 1949 et avant la Deuxième Guerre mondiale, les élites bourgeoises du Xinjiang envoyaient souvent leurs enfants, leurs fils étudier en Turquie, par exemple, à Istanbul. Donc c'est quelque chose d'important. Et donc, en 1949, les communistes ont pris le pouvoir. Ils se sont emparés de ce qui était devenu la République du Turkestan oriental et qui était plus ou moins féodé à l'URSS de l'époque. Et en 1954, ils ont créé la région autonome du Xinjiang est une institution très importante parce qu'elle est toujours active aujourd'hui et c'est par là que passe la réception. Ce sont les unités militaires, les Bingtuan, qui dominent totalement l'économie du Xinjiang. Dilnur Reyan, le travail forcé, c'est une pratique récente, capitaliste, on suppose, comme ce le fut à l'époque du goulag en URSS ou dans les camps de travail sous les nazis. Pourquoi ce travail forcé ?
comme je disais, l'esclavagisme, comme vous dites, madame. comme je disais tout à l'heure, l'esclavagisme moderne existait déjà dans la région ouïghour, notamment dans le sud de la région et aussi dans le nord, puisqu'en fait moi-même, étant une écolière, j'ai déjà participé à des travaux forcés et gratuits par l'école. Mais ce qui est différent aujourd'hui, depuis notamment 2017, c'est le caractère racial de ce travail forcé, mais aussi cette dimension globale du capitalisme international. Et pourquoi? Parce que d'après les rapports et les études qui sont publiées sur l'économie et le budget, d'utilisation de budget dans la région, à partir de fin 2016, actuel chef de la région, Chen Chuanguo, qui est arrivé dans la région, à la tête de la région fin 2016, il a mis en place un vaste système de camps de concentration et sur lequel il a mis presque l'ensemble du budget de la région. Ainsi, en fait, la région ouïghour, elle était parmi les 12 régions de Grand Ouest de la Chine. C'était l'une des régions la plus développée économiquement. Et qu'en un an, en 2017, fin 2017, ce chiffre est tombé et que la région ouïghour, elle est devenue l'une des plus pauvres en un an. Ce qui explique presque l'ensemble du budget a été utilisé dans la sécurisation et dans le travail, dans les camps. Et c'est pourquoi il y a une nécessité d'utiliser ces millions de détenus dans un profit pour alimenter ce système concentrationnel. Et sécuritaire. Alors, réaction des Chinois. Oui, Wang Weibin s'est exprimé hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Lui considère que Pékin n'a rien à se reprocher, on le regarde. Il n'y a pas de travail forcé, allégué par certains, avec des arrière-pensées. Tous les groupes ethniques du Xinjiang choisissent leur profession selon leur propre volonté et signent des contrats de travail de leur propre gré, conformément à la loi et sur la base de l'égalité. Personne n'est victime de discrimination en raison de son appartenance ethnique, de son sexe ou de ses croyances religieuses. Valérie Niquet, combien de temps la Chine va pouvoir démentir ce qui se passe dans le Xinjiang? Le gouvernement chinois peut démentir autant de temps qu'il le veut. Est-ce que la pression internationale le fait que le sujet... C'est une autre question. Est-ce que la Chine, l'autoritarisme et la dictature chinoise sont solubles dans la pression, sous la pression internationale? C'est une question... Pas forcément si cette pression s'exerce véritablement. Jusqu'à maintenant, on a eu une grande indulgence à l'égard de la Chine pour des raisons économiques. Et dans le cas du Xinjiang, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu le même type de pratiques au Tibet, par exemple. On n'a pas parlé de la civilisation, l'arrivée massive de Han au Xinjiang pour, en quelque sorte, envahir la population locale ou submerger la population locale. Mais derrière, ce qui existe aussi et qui est très difficile à contrôler, c'est que après les attentats de 2001, la Chine a également bénéficié du fait que Xinjiang égale islam, égale musulman, et la Chine a vendu l'idée que ce qui se passait au Xinjiang était une sorte de terrorisme, de séparatisme. Justement, Dilnour Reyhan, comment vous expliquez que la Turquie et d'autres pays musulmans ne sont pas venus en soutien de cette minorité musulmane persécutée? On en a beaucoup parlé de cette question-là. Je pense que la première raison, c'est surtout économique. Étant donné que la Chine a beaucoup investi en Turquie et dans les autres pays musulmans. Et aussi, enfin, la deuxième question, c'est chacun a ses propres problèmes internes, disons, dans ces pays. Notamment, en fait, le monde musulman n'est pas connu pour le respect des droits humains. Donc, chez chacun, il y a une répression envers une communauté soit ethnique, soit religieuse, ou alors soit sexuelle. On va en parler après, on va en parler tout à l'heure. Et troisièmement, bien entendu, entre eux, ils se protègent et ils se solidarisent. Et troisième point, idéologique, extrêmement important, c'est aussi pour le monde musulman et plus largement pour le monde du Sud. La Chine est vue comme une alternative, une puissance alternative face à l'Occident, notamment face à l'impérialisme américain, oubliant que la Chine elle-même, c'est une grande puissance
impérialiste. Alors, cette persécution des Ouïghours a été dénoncée pour la première fois par un anthropologue allemand, une sorte de lanceur d'alerte. Il s'appelle Adrian Zenz. Thibault Nolte le passe au rayon X. Regardez. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Adrian Zenz, j'ai vos radios sous les yeux, c'est sélectif. Vous êtes anthropologue allemand, diplômé de Cambridge et grand laxatif du régime chinois. Vous avez révélé le premier la répression dans le Xinjiang, où les musulmans ouïghours sont internés, stérilisés et esclavagisés, notamment dans les champs de coton. 20% of the world's cotton production is now directly implicated in forced ethnic minority labor. Vous avez passé plusieurs années en Chine, vous parlez mandarin et travaillé sur la base de documents officiels tels que données démographiques ou appels d'offres finement passés aux Chinois. Un travail méticuleux, des conclusions implacables. Vous comparez les horreurs commises dans le Xinjiang à celles de l'Allemagne nazie. No country, not even Western countries, are risking Beijing's wrath and its revenge. Vos travaux ont pourtant secoué le cocotier politique global. À l'ONU en octobre, 39 pays ont demandé à la Chine de faire respecter les droits des Ouïghours. Londres évoque un boycott des JO d'hiver chinois de 2022 et une résolution d'urgence a été examinée aujourd'hui au Parlement européen. Un suprême affront au Céleste Empire. Beijing's only strategy is to outright dismiss the report or to attack me as a person. Vous êtes installé dans le Minnesota et Pékin, ne pouvant directement vous faire subir le supplice du lynching, a choisi de faire brûler à petit feu votre réputation. Vous votez de CDU, le parti de Merkel, vous êtes chrétien évangélique et vos travaux sont financés par un think tank américain communisto-sceptique, la VOC, Victims of Communism. Dans sa presse, le PC chinois vous repeint donc en chrétien fanatique d'extrême droite menteur et escroc. Méditons Matthieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mon cher Adrien, méditons plutôt Lao Tse. Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. Merci Thibault Nolte. Vincent. Valérie Niquet, les informations qui nous arrivent décrivent des viols, des stérilisations, des avortements forcés et les femmes comme premières victimes de cette persécution. Les femmes sont souvent les premières victimes des persécutions, où que ce soit, et notamment en particulier au Xinjiang. En fait, le Xinjiang continue à subir ce que la Chine entière a subi, et c'est ce que certaines régions de la Chine subissent encore, même si la dimension, évidemment, ethnique est très importante aussi à prendre en compte. Ce qu'il faut noter au Xinjiang, c'est que ces mouvements de revendication et de répression très sévères ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis déjà 1989, l'émergence des républiques socialistes, enfin la fin de l'URSS et l'émergence de républiques autonomes ont favorisé aussi et entraîné des sentiments autonomistes au Xinjiang, tout à fait légitimes, initialement très culturels, avec une dimension parfois plus religieuse au fur et à mesure que les années passaient, et la volonté de contrôle très très sévère de Pékin, qui s'est appliquée sur la région autonome, a évidemment fait boule de neige et entraîné aussi des réactions en retour. Et notamment, autant auparavant en Chine, en théorie, les minorités avaient des droits particuliers, par exemple avoir plus d'enfants que les Han, quand il y avait la politique de l'enfant unique. Tout ceci a été remis en cause. On ne peut plus quasiment apprendre la langue ouïghour. En tout cas, l'enseignement n'est pas donné dès qu'on veut faire des études supérieures. Les mosquées, les écoles coraniques sont contrôlées. L'organisation familiale, des villes aussi importantes culturellement que Kashgar ont été quasiment rasées il y a quelques années. Donc il y a une véritable volonté d'éradication de la culture ouïghour et de mise sous le boisseau de la population dans son ensemble. C'est ça, éradiquer la démographie en quelque sorte. Alors, une répression de l'esclavagisme avec comme auxiliaire la technologie la plus moderne, notamment la reconnaissance faciale. Oui, une surveillance parfaitement orwellienne. Effectivement, il y a cette information qui a été révélée cette semaine par le Washington Post et une agence spécialisée en vidéosurveillance qui s'appelle IPVM. Huawei, le géant des télécommunications chinois, aurait contribué au développement d'un logiciel de reconnaissance faciale qui envoie donc automatiquement une alerte à la police si un Ouïghour est, je cite, détecté par l'une des très très nombreuses caméras de vidéosurveillance. Il y en a absolument partout sur le territoire. Un document interne qui a fuité, donc qui a été rendu public, permet donc de mesurer l'implication de Huawei dans tout ça. Ils ont fourni des serveurs
serveurs, de l'espace de stockage, des équipements réseau, une plateforme de cloud et enfin des caméras. On a appris également dans cette enquête que Huawei a travaillé main dans la main avec Megvii, c'est une start-up chinoise qui a été placée il y a quelque temps sur la liste noire des États-Unis pour leur implication dans la violation des droits humains. Les États-Unis ont d'ailleurs appris à cette occasion qu'une puce de fabrication américaine avait servi à la fabrication de ce fameux logiciel. Évidemment, de son côté, Huawei a réagi très vite en démentant catégoriquement. Et pour l'instant, la seule réaction que cette révélation a suscitée, c'est celle, on en a beaucoup parlé, du footballeur français Antoine Griezmann. Il a mis fin à sa collaboration publicitaire avec Huawei. On peut également citer le responsable danois de la communication de Huawei, qui a menacé de démissionner sur Twitter avant de supprimer son tweet. On n'a pas très bien compris pourquoi. Quand on parlait de Huawei jusqu'à maintenant, on savait qu'il y avait plusieurs pays européens, dont la France d'ailleurs, qui avaient adopté ce qu'on a appelé des lois anti-Huawei, mais pour des raisons de sécurité liées à la 5G. On peut même citer l'Angleterre qui a purement et simplement interdit les antennes Huawei sur son territoire. Dine Nourayan, est-ce qu'on peut en faire autant sur la question des Ouïghours que ce qu'on a fait avec célérité sur la question de la 5G ? Encore, je pense on a réagi très vite en Europe. Oui, tout à fait. Mais encore, en fait, sur la question de Huawei, nous avons fait beaucoup de campagnes. Et c'est pourquoi Antoine Griezmann, ça aussi, c'est le résultat de nos campagnes sur les réseaux sociaux. Sensibilisation. Et avant Antoine Griezmann, il y a aussi, en fait, concernant Huawei, on avait réussi aussi à faire rompre le contrat entre Valdoise, le département Valdoise, qui avait signé un contrat avec Huawei pour devenir le département Smart. Donc ça, ce sont des réactions de citoyens ou de personnalités éventuellement, mais pas tellement des instances européennes. Voilà, tout à fait. Et pour l'instant, en fait, rien n'est suffisant, puisqu'en fait, on est encore sur l'échelle de la population qui réagissent et qui poussent les instances, qui poussent les instances à réagir. C'est-à-dire, en fait, les gouvernements. Maintenant, il est temps que les gouvernements réagissent, puisqu'en fait, la population... Le Parlement a réagi aujourd'hui, il y a une résolution qui a été votée. Bon, pour le moment, c'est symbolique, mais Valérie Niquet, est-ce qu'on peut imaginer des sanctions prononcées par l'Union européenne ? L'Union européenne vient de se doter d'une possibilité, un peu comme les États-Unis, de mettre sous sanction les personnalités qui facilitent ce genre de... Concrètement, ça veut dire quoi, mettre sous sanction ? Geler leurs avoirs ? Eh bien, par exemple, dans le cas de Hong Kong avec les États-Unis, eh bien, les comptes de Carrie Lam ont été gelés. Elle est obligée de se verser tous ses salaires en liquide dans son appartement, paraît-il, enfin, ce qui est peu pratique. Donc, dans le cas des dirigeants du Xinjiang, ce serait la même chose. Alors, l'Union européenne dispose de ces possibilités et la résolution qui, je crois, a été adoptée aujourd'hui soumet cette possibilité. Mais va-t-elle le faire ? Elle peut le faire, mais est-ce qu'elle va le faire ? Alors, le problème, c'est que Borrell, en fait, donc, a fait des déclarations récemment, sans pour le moment mentionner précisément la possibilité pour la Chine de le faire. Faut-il boycotter, notamment le coton chinois ? Écoutez, à titre personnel, appeler un boycott, c'est contre les règles de l'Organisation mondiale du commerce l'interdit. Chacun, à titre personnel, en fonction de ce à quoi il croit comme convention, peut tout à fait regarder les étiquettes et choisir des zones de production qui soient plus à la fois soucieuses des droits de l'homme, mais également des conditions sociales et environnementales dans lesquelles les choses sont produites. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. Dine Nourayan, merci beaucoup. Vous êtes extrêmement courageuse. Vous avez un passeport français, certes, mais vous avez encore de la famille au Xinjiang. Donc merci infiniment d'être venue ardemment évoquer ce problème d'esclavagisme et de répression ethnique. Dans un instant,